Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour assister à cette conférence au cours de laquelle nous allons donc découvrir les thérapies d'aujourd'hui et de demain pour un certain nombre de maladies, Parkinson, TOC, dépression. Donc parce que cela fait presque même peut-être plus de 30 ans, donc que les neurochirurgiens implantent donc des électrodes dans le cerveau de certains patients qui sont reliés à donc un système électrique. Et donc cette stimulation cérébrale permet de combattre de nombreux dysfonctionnements. Les premiers bénéficiaires ont été les malades donc atteints d'une maladie de Parkinson, ceux qui souffrent du syndrome Gilles de la Tourette. Mais aujourd'hui, on peut envisager d'élargir le recours à ces technologies à un certain nombre de pathologies, y compris à la dépression. Nous allons voir ça avec vos invités. Nous avons donc la chance de recevoir Stéphane Chabardès, donc neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie au CHU Grenoble-Alpes, directeur médical de Clinatech et professeur à l'UGA. Également, donc, Denis Fontaine, vous êtes neurochirurgien, chef du pôle des neurosciences cliniques au CHU de Nice et président de la Société française de neuromodulation. Et Frédéric Chaboulet, donc vous êtes ancienne infirmière, vous souffrez donc de la maladie de Parkinson. Vous allez nous apporter un témoignage, je pense, plein d'espoir. Et pour animer ces échanges, Anne Jean-Blanc, journaliste Santé du Point. Anne. Alors, comme vous l'avez dit, Hélène, tout a commencé à Grenoble avec le professeur Benabid, mais je crois que je vais laisser directement le professeur Chabardès nous raconter le début de cette belle histoire. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Et effectivement, pourquoi parler de stimulation cérébrale profonde, qui est une technique chirurgicale qui consiste à implanter des électrodes dans le cerveau pour aller modifier certains dysfonctionnements de la maladie de Parkinson, par exemple. Alors, comment ça a commencé? Eh bien, dans les années 80-85, on faisait des lésions dans le cerveau pour arrêter le tremblement, par exemple. Ça paraît contre-intuitif, mais faire une lésion dans une région du cerveau qui dysfonctionne, ça permettait d'arrêter le tremblement. Et pour s'assurer que l'on faisait la lésion au bon endroit, au bloc opératoire, eh bien, on avait l'habitude de mettre une électrode pour stimuler, pour exciter cette région et voir quels sont les effets secondaires. Et c'est dans ce contexte-là que donc, le professeur Benabid et le professeur Pollack à Grenoble, donc mon patron, se sont aperçus que, de façon un petit peu par le hasard, au moment où ils stimulaient ce patient qui n'était pas endormi, ils ont vu le tremblement s'arrêter. Et ils se sont dit, mais pourquoi le tremblement s'arrête alors que lorsqu'on stimule, on devrait exciter cette région, on devrait aggraver le tremblement. Et au lieu de se dire, ben, finalement c'est un artefact et puis il y a un technicien ou il y a un interne qui n'a pas bien réglé l'appareil, ils se sont posé la question de voir si c'était reproductible. Et ils se sont aperçus que l'élément clé qui permettait non pas d'exciter une structure qui était dysfonctionnante, mais qui permettait de la bloquer, l'inhiber, ben, c'était un mode de fréquence particulier qu'on dit haute fréquence. Et ils se sont dit, ben, tiens, en fait, on est au bloc opératoire pour bloquer le tremblement et on va être amené à faire une lésion. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer laisser cette électrode, qui est expérimentale, certes, et voir si ça peut durer 8, 10 jours, 15 jours. Donc le premier patient est resté avec 3 semaines, une électrode implantée dans le cerveau, le câble qui sortait, et une stimulation avec un stimulateur externe, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de technologie disponible à ce moment-là. Et ce patient a été ensuite traité par une lésion comme d'habitude. Ils se sont concertés, donc le neurologue et le neurochirurgien, et se sont dit, ben, on va essayer de voir si on ne pourrait pas traiter définitivement les patients avec une électrode, parce que l'avantage, c'est que cette électrode, lorsqu'elle n'est pas stimulée, l'effet s'arrête. Donc si on n'a pas mis l'électrode parfaitement au bon endroit, et c'est un problème de 1 à 2 mm, eh bien on peut se dire qu'on arrête la stimulation et on ne fait pas de lésion supplémentaire. Il y avait quelque chose, si vous voulez, qui posait un problème, c'est de dire un patient souffre d'une maladie et on va lui faire une lésion supplémentaire pour arrêter cette maladie. Si on peut l'éviter, c'est mieux. C'est comme ça qu'est né le principe de stimulation cérébrale profonde en 1987, appliqué d'abord aux patients qui souffraient de tremblements, et ensuite ça a été appliqué en 1993, à des patients qui souffraient de maladie de Parkinson, non pas uniquement de tremblement, mais qui permettait de traiter l'ensemble des 3 symptômes particuliers dont vous parlera madame, qui sont la pauvreté des mouvements, la rigidité et le tremblement.
en changeant de région dans le cerveau, dans une petite région dont on est en train d'en parler tout à l'heure, le noyau subthalamique, eh bien, en appliquant ce principe de mettre une électrode dans le noyau subthalamique, en le stimulant à une certaine fréquence, on obtient non pas une excitation, mais un blocage de ces fonctions. Et ça tombe bien parce que ce noyau, il est un hyperfonctionnement. Il faut l'inhiber. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le concept de stimulation cérébrale profonde appliqué aux maladies des mouvements anormaux, même s'il y avait déjà eu des balbutiements dans le traitement de la douleur notamment. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a été fait, et surtout, ce qui a été montré, c'est que ça a un effet absolument extraordinaire, reproductible d'une équipe à l'autre, hein. Ça n'a pas marché qu'à Grenoble, bien évidemment, et ça s'est développé au fur et à mesure du temps de partout. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née la stimulation cérébrale profonde. Vous aviez quelques images, je crois. Vous les présenter après, les images des mouvements ? Tout à l'heure, oui. Ouais. Ok. Donc on va peut-être maintenant expliquer vraiment ce qu'est cette technique qui effectivement est utilisée en routine maintenant, non seulement à Grenoble, mais dans le monde entier et bien évidemment à Nice. Alors le professeur Fontaine a eu la gentillesse de faire une vidéo. Je vous préviens tout de suite, de temps en temps, vous avez le droit de fermer les yeux, parce que c'est quand même de la neurochirurgie. Mais ceux qui veulent savoir exactement comment ça va se passer, eh ben, ils vont pouvoir le regarder. On lance la vidéo ? On lance la vidéo. L'implantation des électrodes intracérébrales nécessite une très grande précision pour repérer les structures cérébrales cibles et pour l'implantation elle-même. Dans notre centre, nous utilisons un système robotisé. Une IRM cérébrale est réalisée avant l'intervention, ce qui va permettre de repérer la structure cérébrale cible. Ici, la patiente est installée sur la table d'opération à l'intérieur d'un scanner qui sera utilisé durant l'intervention et devant le robot neurochirurgical qui servira à implanter de manière extrêmement précise les électrodes. La tête est fixée de manière rigide et immobile par rapport au robot. Le chirurgien indique au robot la position de la tête de la patiente par rapport à son bras mécanique en réalisant un scanner qui montre à la fois les contours de la tête de la patiente et la position du bras robotisé sur lequel est placé un repère formé de 5 billes de rubis. En utilisant un logiciel qui pilote le robot, le chirurgien indique sur l'IRM de la patiente l'emplacement exact où il souhaite implanter l'électrode ainsi que la trajectoire à suivre à l'intérieur du cerveau. Sont définis alors un point cible et un point d'entrée, généralement situé au niveau frontal. Le chirurgien vérifie que cette trajectoire ne présente pas de danger, notamment ne croise pas de vaisseaux sanguins cérébraux pour ne pas provoquer d'hémorragie et ne traverse pas de régions cérébrales particulièrement importantes afin d'éviter d'induire des troubles neurologiques. Les électrodes sont extrêmement fines, environ 1 mm de diamètre, et leur introduction n'induit pas de lésions dans le cerveau. Une fois la trajectoire intracérébrale déterminée, le robot indique sur la surface de la peau le point d'entrée où l'incision va être réalisée, puis ensuite sur la surface du crâne, l'endroit où réaliser un trou dans l'os d'environ 1 cm de diamètre. Un guide fixé sur le bras du robot permet d'introduire l'électrode de stimulation jusqu'à la cible. Son positionnement est vérifié à l'aide du scanner intraopératoire en fusionnant ces images avec l'IRM de repérage de manière à vérifier que l'électrode a bien été placée à l'endroit voulu. La précision obtenue est de l'ordre du demi-millimètre. Après vérification, l'électrode est fixée en utilisant du ciment chirurgical qui va venir combler le trou osseux et l'immobiliser. En fonction des situations pathologiques, l'opération peut être réalisée sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Le placement de l'électrode peut être affiné en se guidant sur l'enregistrement de l'activité électrique des neurones ou en testant l'effet de la stimulation sur les symptômes du patient, comme le tremblement ou la rigidité. Ce test, au cours de l'intervention, est aussi utilisé pour s'assurer de l'absence d'effets indésirables de la stimulation. Le but est vraiment de placer l'électrode dans la région où la stimulation sera la plus efficace, sans effet secondaire. Maintenant que là où les électrodes ont été implantées, la deuxième opération est réalisée sous anesthésie générale pour raccorder les électrodes intracrâniennes au stimulateur, qui lui sera implanté sous la peau au niveau pectoral ou abdominal. Les jours suivant l'intervention, le stimulateur sera mis en route et le neurologue réglera les paramètres de stimulation en fonction des effets de celle-ci sur les symptômes de la maladie. Le traitement médicamenteux sera lui aussi adapté en fonction de l'effet de la stimulation.
Cette magnifique vidéo, merci, on vous la doit, Monsieur Fontaine. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Oui, alors comme vous avez compris, pour stimuler le cerveau, il faut un système de stimulation. C'est les électrodes qu'on implante à l'intérieur des structures qui sont impliquées dans telle ou telle pathologie. Il faut être très précis, c'est pour ça qu'on utilise des systèmes robotisés, des systèmes de repérage très précis des structures cibles. Et parfois, il est nécessaire, comme on l'a vu à l'écran, de tester l'effet immédiat de la stimulation pour s'assurer qu'on est au bon endroit, vérifier qu'on n'a pas d'effet secondaire, de manière à ce que le patient bénéficie du meilleur effet possible, c'est-à-dire le meilleur effet sur ses symptômes sans effet secondaire. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Bardès, avant qu'on écoute le témoignage de Frédéric? Alors, je voudrais rappeler qu'en fait, en 30 ans, les techniques ont énormément progressé. À Nice, avec Denis Fontaine, utilise un bras robotisé, on utilise ça aussi à Grenoble. Les temps opératoires ont été vraiment diminués, l'invasivité de la chirurgie a été diminuée. On opère de plus en plus de patients sous anesthésie générale maintenant, puisqu'on a de plus en plus de précision, donc on a moins besoin de vérifier ce que l'on fait en péropératoire. Alors certaines personnes préfèrent être opérées sous anesthésie locale, ils ont l'impression de participer peut-être à la chirurgie, ce que nous dira la patiente, madame. Mais c'est vrai que d'autres patients étaient effrayés par la chirurgie parce qu'ils avaient peur de ne pas supporter l'intervention et ils avaient l'impression que l'opération en chirurgie éveillée, c'était quelque chose de dur et difficile, et c'est vrai que c'était quelque chose de long. Donc ça s'est énormément modifié, c'est devenu non pas de la routine, mais enfin c'est un geste courant qu'on fait toutes les semaines en 30 ans, et je dirais que maintenant, il faut qu'on arrive à traiter les patients, puisqu'on opère à peu près 500 patients par an en France. Il y a à peu près 25 000 nouveaux cas de Parkinson, je parle que des Parkinson, par an en France. Et donc, on a le sentiment que les patients n'accèdent pas facilement à la chirurgie, pas par connaissance, mais probablement par peur aussi, parfois par méconnaissance. Et en tout cas, la technique a énormément progressé. On a des taux de complications qui sont bien moindres que ce qui c'était auparavant. Et donc, je dirais que c'est plutôt rassurant. Alors Frédéric, vous étiez infirmière auparavant, donc bon, ces images, ça vous gêne pas trop, mais je voudrais que vous nous racontiez votre maladie et puis votre opération et l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui fait plaisir, quoi. Alors bonjour à tous, donc moi j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson en 2015, j'avais alors 47 ans. C'est très jeune pour la maladie. Ce qui est relativement jeune. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait ce que j'avais et que je souffrais déjà beaucoup. Donc, dans un premier temps, le traitement médicamenteux m'a permis de trouver un équilibre et une vie quasiment normale. Mais au fil des années, le traitement n'a plus suffi et les effets secondaires sont apparus. Donc, on m'a conseillé la chirurgie. Et comment vous avez réagi quand on vous a parlé de chirurgie? C'était un espoir ou une peur ou les deux? Alors, quand on a commencé à m'en parler, je me suis dit, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils me racontent? Et donc, j'ai essayé de prendre sur moi et de faire le maximum pour que mon traitement dure le plus longtemps possible. Mais bon, il arrive un moment où il faut se rendre à l'évidence. Et après avoir longuement rediscuté et être conseillé, et après avoir compris que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi, donc j'ai fait confiance à l'équipe et puis et je me suis lancée parce que de toute façon c'était la meilleure solution et je regrette pas. Alors juste avant de parler des résultats, vous avez pour préparer entre guillemets les patients, vous avez quoi, une équipe avec des psychologues, parce que je pense que c'est pas évident de proposer à un patient de se faire opérer, je vous demanderai à l'un ou l'autre, de se faire opérer dans la tête, ou au contraire, les gens sont-ils maintenant demandeurs? Alors il y a d'abord tout un bilan préopératoire qui consiste à déterminer si le patient va bénéficier réellement de cette opération. Parce que, ce qui n'est pas systématique. Ce qui n'est pas toujours le cas, soit parce qu'il est à un stade de la maladie où il n'a pas besoin de cette opération, soit au contraire parce qu'il présente des symptômes ou une pathologie qui est trop évoluée, qui ne va pas être améliorée par cette opération, et que ce n'est pas la peine de l'exposer à une intervention de ce type s'il ne va pas en bénéficier. Et puis éventuellement, également, essayer d'évaluer le risque personnel et donc évaluer un ratio entre le bénéfice et le risque.
Et puis ensuite, il faut préparer le patient à cette intervention et à ses conséquences, parce qu'après, la vie change, il y a tout un tas de choses qui changent. Je pense que Mme Jaboulet va en parler. Donc on le prépare à l'intervention. Surtout, on essaye de déterminer quelles sont ses attentes. Et est-ce que ces attentes sont réalistes d'abord, et est-ce qu'on va réellement pouvoir améliorer les points particuliers qui lui sont le plus importants. Parce que si les attentes sont démesurées, il faut prévenir le patient d'emblée qui risque d'être déçu. Et oui, parce que la satisfaction, c'est le ratio entre ce qu'on espère et ce qu'on obtient. Et même si on obtient beaucoup, si ce n'est pas ce qu'on espérait, on va être déçu. Donc il faut vraiment vérifier que ce que le patient a comme but ou comme attente vont être effectivement atteintes par ce type d'opération. Et puis il y a une éducation thérapeutique qui va lui permettre d'identifier ses attentes, de voir si effectivement c'est possible, lui réexpliquer l'opération dans tous les détails. Stéphane Chavardès, vous avez quelque chose à ajouter sur le pré-op? On a rapidement compris dans toutes les équipes qui faisaient de la chirurgie de stimulation cérébrale profonde qu'il fallait avoir des équipes très très organisées au niveau neuropsychologique. Parce que les patients qui sont parkinsoniens, ils ont un vécu, ils ont des médicaments qui modifient leur psychologie, ils ont des peurs. Et puis, on a voulu aussi s'assurer que la stimulation cérébrale profonde n'allait pas modifier leur comportement. On peut imaginer qu'on va toucher le cerveau, donc on va modifier quelque chose qui est la personnalité, etc. En fait, il a fallu le vérifier, tout ça, il a fallu même l'anticiper. Et puis ensuite, il a fallu aussi suivre ces patients, parce que lorsqu'on est opéré, eh bien, parfois, la vie rechange à nouveau. Et on a vu aussi des problématiques dans la famille arriver. Donc, c'était une conséquence indirecte de la stimulation cérébrale profonde, mais il a fallu l'organiser, tout ça. Et donc, maintenant, tous les centres dans le monde, mais les centres sérieux, ont tous une unité de neuropsychologie qui évalue tout ça et qui suivent les patients de très près. Alors, Frédéric, votre opération et puis les suites. Donc l'opération s'est déroulée il y a un tout petit peu plus d'un an, au mois de janvier l'année dernière. Et bon, il a fallu quand même un petit peu de temps pour trouver un équilibre et reprendre le dessus sur la fatigue d'une intervention chirurgicale, comme pour toute intervention chirurgicale. Il y a déjà la fatigue de la maladie en plus, donc plus la fatigue de la maladie, oui. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un équilibre et retrouvé de la vitalité. Et donc il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire, que je peux à nouveau... Par exemple? Eh bien, les sorties dans la journée, à différents moments de la journée. Si j'avais prévu d'aller quelque part, ces sorties, des fois, c'était pas possible par rapport à mon état, et donc je préférais rester à la maison et reporter les sorties que je devais faire. Au jour d'aujourd'hui, je peux sortir de chez moi quand je veux et je peux conduire la voiture à tout moment. Donc c'est quand même beaucoup, parce que quand on est condamné à passer 2-3 heures allongé sur son lit à la maison, alors qu'on avait prévu de faire quelque chose, c'est quand même, psychologiquement, c'est difficile. Ça, c'est sûr. Donc pour vous et pour votre entourage, la vie a changé. Ça a bien changé, oui. Donc vous conseilleriez à toute personne qui est dans la même situation que vous, mais en sachant que ce n'est pas systématique, de recourir à l'intervention? Ah, tout à fait. Moi, je trouve que ça m'a changé la vie. Ça m'a permis ça m'a redonné une nouvelle chance dans la vie, et donc je recommanderais volontiers à tous ceux qui sont tentés de faire l'intervention d'y aller sans hésiter. Parce que globalement, on sait que le traitement de la maladie de Parkinson, ses effets diminuent dans le temps, pratiquement chez tous les patients. Quelle est la proportion de patients qui peuvent bénéficier de cette chirurgie? C'est quoi le profil type? Alors, le profil type, je voulais remarquer à madame, c'est que là, qui a deviné que cette dame était parkinsonienne? Personne. Oui, c'est ça qui est formidable. Si on arrête le stimulateur, si on met un aimant sur son stimulateur, ce qu'on ne va pas faire, vous allez la voir se transformer. Et donc c'est ça qui est un petit peu surprenant. Alors, elle va se transformer, dites-nous juste. Donc elle va devenir... Elle va devenir akinétique, une pauvreté des mouvements, elle va devenir rigide comme quelqu'un qui est figé dans une chape de plomb. Et si elle a un tremblement, tous les patients parkinsoniens n'ont pas de tremblement, elle va avoir un tremblement qui va réapparaître. Et ça va être très impressionnant. Et dès que la stimulation est en route,
quelques minutes après, quelques secondes après, elle est transformée. Donc ça, je voulais simplement le préciser parce que... Et le sourire aussi, ce qu'on appelle le visage, il devient sans émotion parce que tous les muscles de la face sont impliqués par les Et non, on a le plaisir de voilà. l'avoir sourire ce matin avec nous. Donc je vais maintenant répondre à votre question. On estime qu'à peu près, on a 25 000 patients qui sont diagnostiqués chaque année de maladie Parkinson. À peu près 1000, 1500 seraient éligibles à la chirurgie. Alors, ce sont des patients, bien sûr, dont on est sûr du diagnostic de maladie Parkinson. Il faut attendre 3, 4 ans, 5 ans d'évolution parce que parfois, il y a des maladies qui ressemblent, qui n'en sont pas exactement. Tous les tremblements ne sont pas des Parkinson. Non. Tous les tremblements ne sont pas des Parkinson, puis beaucoup de Parkinson n'ont pas de tremblements. Et deuxièmement, il faut qu'on soit sûr que les médicaments sont efficaces. Donc c'est un test important. Dès qu'on commence à donner de la dopamine ou de ce qu'on appelle des agonistes, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent, les patients s'améliorent. Ça, c'est un critère important. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, au bout de 3, 4, 5 ans, 7 ans en moyenne, eh bien, ces symptômes vont réapparaître dans la journée, ils vont fluctuer. C'est ce qu'on appelle la fin de la lune de miel. Voilà, c'est la fin de la lune de miel. Et c'est là où on va commencer à se poser la question d'un traitement chirurgical, ce d'autant que lorsque la maladie fluctue dans la journée, les patients prennent des médicaments toutes les 2 heures à la fin, eh bien, malgré cela, il y a des fluctuations et le patient peut se retrouver figé, bloqué, tétanisé et demi-heure après être redébloqué. C'est ce que vous avez dû vivre. Et ça, c'est terrible pour les patients. C'est douloureux, c'est terrible. Et c'est là où on va se poser la question d'une chirurgie. Alors, Monsieur Fontaine, il y a d'autres indications qui commencent. On avait parlé des TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la douleur. Où en est-on pour les autres indications ? Alors pourquoi d'abord est-ce qu'on propose ce type d'opération dans ces autres maladies ? Parce qu'elles proviennent du même genre de dysfonctionnement de certaines régions du cerveau et qu'on imagine pouvoir corriger ce dysfonctionnement avec les mêmes types d'outils, c'est-à-dire en stimulant électriquement de manière très focale. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie qui ressemble ou dont le mécanisme ressemble ? Il y a les TOC qui intéressent d'autres réseaux. Les TOC, il y a juste un lieu dans le cerveau qui est concerné. Non, on parle toujours de réseaux, de structures cérébrales qui fonctionnent en réseau, qui sont interconnectées les unes aux autres, qui communiquent les unes aux autres. Et quelque part, chez les patients qui ont ce type de maladie, le réseau ne fonctionne pas normalement et les symptômes arrivent de ce fait. Et l'idée, c'est d'essayer de corriger ce dysfonctionnement en réintroduisant de l'information dans le réseau, en stimulant électriquement telle ou telle structure. Et souvent, que ce soit dans la maladie de Parkinson ou dans ces autres maladies, on peut stimuler différentes régions du cerveau en ayant des effets relativement identiques. Donc les TOC, c'est l'espoir suivant, ça s'adresse aux formes les plus sévères de troubles obsessionnels compulsifs, parce qu'on suppose qu'effectivement ces réseaux de neurones dysfonctionnent. Et on a aujourd'hui pas mal de données dans la littérature sur des petites séries de patients traités ainsi, qui permettent de penser que ça peut très bien marcher. On est toujours au stade de la recherche. Le professeur Chabardès mène actuellement, et on y participe, une étude européenne dans cette pathologie-là. Mais il y a d'autres maladies, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est-à-dire la forme ultime des tics qui sont extrêmement... Vous pouvez décrire un tout petit peu ce syndrome ? Le syndrome de Gilles de la Tourette, on en a entendu parler, c'est la forme ultime des tics avec des mouvements parasites, qui soient des mouvements des membres ou des tics vocaux avec des cris ou des expressions, voire une coprolalie, c'est-à-dire le fait de dire des mots grossiers, ça c'est connu, mais ce n'est pas le symptôme le plus fréquent. Et dans la maladie de Gilles de la Tourette, on suppose également que c'est un dysfonctionnement de ces réseaux et on peut intervenir en stimulant avec des résultats qui sont spectaculaires, alors qu'il n'y a pas beaucoup de traitements médicamenteux qui sont très très efficaces dans les formes les plus graves. Donc on a des très bons résultats, là encore. Il y a d'autres maladies encore, la dépression, vous l'avez évoqué. Dans la dépression, on est toujours au stade de la recherche. Là aussi, on a plusieurs séries de patients qui montrent des résultats parfois spectaculaires chez des gens qui ont une dépression, qui résistent à tous les médicaments. On a entendu Antoine Pellissolo récemment, on a participé avec lui et avec d'autres comme Stéphane à plusieurs études. Aujourd'hui, on n'a pas encore des niveaux de preuve suffisants pour que ces traitements chirurgicaux soient reconnus et validés dans la dépression chronique, mais on espère bien que ça va arriver dans les années qui viennent parce qu'il y a un vrai besoin. On a aussi parlé de la douleur. Vous faites des recherches l'un et l'autre sur la douleur. Est-ce que c'est que les douleurs neuropathiques ou est-ce que c'est toutes les douleurs qui pourraient être concernées ?
Alors l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde, initialement, dans les années 70-80, ça a été d'abord pour la douleur, puis c'était un peu abandonné au profit des mouvements normaux, comme l'a dit Stéphane Chabardès. Aujourd'hui, chez des patients qui ont des douleurs chroniques, neuropathiques, irréductibles, pour lesquelles il n'y a rien qui marche, on a effectivement plusieurs pistes, notamment la stimulation de certaines régions profondes du cerveau qu'on appelle le cingulum, qui est plutôt impliqué dans la gestion du retentissement émotionnel de la douleur chronique, qui est la cible de stimulation cérébrale profonde. Et on vient de terminer les inclusions dans une étude aujourd'hui à Nice et à Marseille sur cette situation, avec des résultats qui sont très encourageants. Comme toujours dans ce genre de situation, tous les patients ne répondent pas. Mais ceux qui répondent, c'est une chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions alternatives. On peut espérer, vous dites, dans un avenir relativement récent. C'est quoi pour un chercheur un avenir relativement récent? Parce que pour les patients, l'avenir récent, ça serait bien si c'était demain, quoi. Donc, oui, mais c'est de la recherche clinique. Non, mais bien sûr, mais on peut donner des espoirs à quelle échéance? À peu près, vous n'êtes pas Madame Irma, mais quand même. Alors, Tourette, TOC, ça se fait aujourd'hui, donc c'est un traitement qui est accessible pour les patients. Dépression, il faut qu'on attende aujourd'hui d'autres études industrielles et c'est plutôt dans les 5 ans qui viennent. Merci. Alors je voudrais revenir maintenant avec vous sur la maladie de Parkinson parce que vous avez quelque chose d'assez formidable à nous raconter. Vous avez fait des travaux avec les infrarouges, donc cette fois-ci c'est un phénomène, un mécanisme complètement différent. Donc vous essayez d'illuminer, entre guillemets, vous allez m'expliquer beaucoup mieux que ça, des petites parties du cerveau pour faire de la neuroprotection, c'est-à-dire pour éviter que les neurones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson dégénèrent aussi vite, vous freinez le ralentissement de ce déclin. Alors effectivement, là on est dans le domaine de la recherche, mais la question est, je vais passer peut-être ma diapositive, si ça marche. Donc en fait, l'idée c'est que en théorie, les symptômes sont traités par les médicaments et par la stimulation cérébrale profonde, ce qui a été un grand progrès. Et depuis les années 50, que la découverte de la dopamine, on donne des médicaments à ces patients. Et ça les améliore pendant 15 ans, 10-15 ans. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, la maladie évolue. Et actuellement, il n'y a aucun moyen de ralentir l'évolution de la maladie, même si on peut ralentir la souffrance qu'endurent les patients. Normalement, ça devrait, hop, mais je suis étonné, et normalement il y avait quelque chose avant. Voilà. Donc, en fait, voilà. En fait, si vous regardez un petit peu sur la gauche là, du diaporama, vous avez une région du cerveau qui est en noir, qu'on appelle la substance noire. C'est cette région qui sécrète la dopamine. Eh bien, à droite, vous avez la même coupe de cerveau chez un patient qui souffrait de maladie de Parkinson. Vous voyez que cette région noire a disparu. Et c'est cette région noire qui était remplie d'un pigment qui était au sein de la dopamine. Et donc, cette dégénérescence de la maladie de Parkinson, c'est ce qui en fait sa particularité, c'est ce que l'on appelle une maladie dégénérative. Et on ne sait pas ralentir cela. On ne sait pas ralentir cela. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus et des médicaments aussi. Les conséquences de cela, c'est que des symptômes qui étaient traités par les médicaments et par la stimulation cérébrale profonde ne sont plus traitables par ces mécanismes. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. L'idée qui est venue, c'est de se dire, on connaît une maladie dégénérative de la rétine qu'on appelle la rétinite pigmentaire. C'est une maladie qui est à l'origine de cécité, de gens qui deviennent aveugles. C'est une maladie dégénérative, un petit peu comme la maladie de Parkinson, et qui touche la rétine. Et certains chercheurs ont commencé à illuminer la rétine par de l'infrarouge. Alors, sans rentrer dans le détail, l'infrarouge, c'est une onde que l'on a dans la lumière, hein, et certaines structures des cellules absorbent cet infrarouge, et cet infrarouge va être utilisé au sein des cellules pour créer de l'énergie. Et cette énergie va permettre aux cellules qui sont en souffrance de revivre un petit peu. Donc l'idée n'est pas de refaire vivre des cellules qui sont mortes ou des corps cellulaires qui sont morts, mais c'est de donner de l'énergie à ceux qui sont en souffrance qui vont dégénérer. Ça commence à marcher dans la rétinite pigmentaire, et donc on s'est dit, finalement, pourquoi on ne ferait pas ça chez les patients parkinsoniens? Parce que c'est un petit peu le même process. On a des cellules qui arrêtent de fonctionner, puis ensuite meurent.
si on pouvait intervenir au moment où elles arrêtent de fonctionner avant qu'elles meurent, peut-être qu'on arriverait à ralentir le process de la maladie de Parkinson. C'est ce qu'on a commencé donc à faire à Grenoble, au centre où je travaille, dans un centre du CEA qu'on appelle Kinatech. Et on a commencé, donc il y a une dizaine d'années de cela, à faire des recherches chez l'animal, le laboratoire. On est obligé d'en passer par là. On sait rendre les petites souris, les petits rats parkinsoniens. Alors, ils n'ont pas les mêmes symptômes que nous tous, mais ce sont des modèles expérimentaux intéressants. Et lorsqu'on a appliqué l'infrarouge, dans un premier temps, sur des souris, alors les souris, l'avantage, c'est qu'elles sont toutes petites, donc on peut les illuminer, on peut les mettre sous une cloche d'infrarouge. On ne va pas mettre un patient sous une cloche d'infrarouge, bien sûr. Non. Donc, on a commencé à s'apercevoir que ça marchait, c'est-à-dire que les souris devenaient moins parkinsoniennes, elles le sont un petit peu, mais beaucoup moins. Et lorsqu'on coupait leur cerveau, eh bien, on s'apercevait que les cellules étaient finalement mieux protégées que chez des souris qui n'avaient pas été illuminées par l'infrarouge. Donc on est passé au modèle expérimental au-dessus, c'est-à-dire le rat, même résultat. Et puis ensuite, on a fait des recherches donc chez le primate, qui était juste l'étape avant d'arriver chez le primate humain que nous sommes. Il a fallu développer de la technologie parce qu'on ne peut pas mettre l'infrarouge, on ne peut même pas mettre pour le moment un casque au-dessus du crâne parce qu'on n'est pas sûr que l'infrarouge traverse le cuir chevelu. Et donc on a développé des outils qui nous permettent maintenant d'être capables de proposer cela dans un essai clinique que l'on a débuté à Grenoble depuis 1 an. Alors c'est ce qu'on appelle le projet NIR, pour Near Infrared, c'est-à-dire le proche infrarouge. Alors l'idée chez des patients, c'est qu'on a inclus, dans le cadre d'un essai clinique, c'est très important, des patients qui ont une maladie de Parkinson qui évolue depuis moins de 2 ans, donc ils viennent d'être diagnostiqués. Vous voyez une image à l'écran où on a réalisé donc à Lyon, ce sont des spécialistes de l'imagerie. Monsieur Dehaene vous a parlé tout à l'heure d'imagerie, on s'en sert également pour la neurochirurgie, bien évidemment. On voit qu'il y a des plaques rouges et jaunes. Chez ce patient, il commence à développer sa maladie et il y a un endroit où il y a moins de rouge. Quand on regarde l'image de gauche, sur la droite, il y a moins de rouge, c'est-à-dire qu'il perd, c'est un marqueur de la dégénérescence de cette région. Ça, c'est très précoce. C'est au moment du diagnostic, dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. C'est-à-dire qu'au moment où on diagnostique un patient, il a déjà à peu près perdu 30 à 40% de ses neurones. Mais il va très bien. À ce stade-là, il travaille, il vit normalement. Il a quelques petits symptômes. Si on arrivait à bloquer la maladie à ce stade ou quelques stades supplémentaires, ça serait déjà très bien. Donc l'idée, ça va être de dire, on va aller mettre une sonde. Alors j'avance un petit peu. Une sonde qui est reliée à un stimulateur, un petit peu comme on a pour la maladie de Parkinson, comme la patiente. Eh bien, on va ensuite mettre une sonde au niveau du cerveau, dans une région qui crée, à proximité de la région qui crée la substance noire et la dopamine, et on va donc illuminer par de l'infrarouge, implanter, un petit peu comme vous voyez sur le schéma à gauche. Et ça va donc, on espère de cette façon qu'en apportant de l'infrarouge à proximité de ces régions qui sont en souffrance, on va pouvoir ralentir le process de dégénération, donc de dégénérescence. Alors, on a besoin d'un stimulateur parce que ça consomme de l'énergie, tout ça. Mais cette technologie, elle a été développée donc à Kinatech. Vous voyez dessous 2 visages. Le professeur Benabid, qui a été celui qui était à l'origine du développement de la stimulation cérébrale profonde et qui a initié ce projet. Et puis John Mitrofanis, qui est un chercheur de Sydney, qui nous a rejoint à Grenoble et qui a commencé à travailler chez les animaux. Alors, je finis avec simplement ce petit schéma pour vous illustrer. Là, ce sont les vraies images d'un patient. Et on voit, vous voyez l'imagerie, on a des outils extraordinaires puisqu'on arrive à voir l'intérieur du cerveau sur une imagerie par résonance magnétique et on arrive à dessiner les structures qui nous intéressent. Et vous allez voir au milieu une petite sonde qui est implantée, alors on ne le voit pas bien, là, mais une sonde qui est implantée de part et d'autre des régions qui sont en bleu marine, là, bleu-violet, qui sont les substances noires compacta et substances noires réticulata. Et donc l'idée, ça va être de mettre la sonde à ce niveau-là et d'illuminer. Donc on a commencé cet essai, on a implanté le premier patient il y a 1 an de cela, donc on va voir les résultats du premier patient à 1 an.
On doit implanter et opérer 7 patients. On a déjà opéré 2. Un 3e va être opéré au mois d'avril. Et on va prendre le temps de surveiller tout cela parce qu'il n'est pas question de s'imaginer un résultat à 6 mois. Il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, on a beaucoup d'espoir dans ce process. On verra si ça marche, on l'espère. C'est formidable. Juste avant de vous donner la parole, pour les questions, je voudrais un petit commentaire. Monsieur Fontaine, vous connaissez évidemment ces travaux. Oui, ce sont des travaux qui font naître énormément d'espoir, hein, parce qu'on change de paradigme. On n'est plus dans une technique chirurgicale où on va courir après les symptômes, essayer de les traiter, mais au contraire d'agir sur l'évolution de la maladie pour la freiner ou la stopper. Donc c'est très prometteur. Hélène, on passe aux questions ? Bien sûr, Anne. Alors, qui pose la première question ? N'hésitez pas à lever la main. Un micro viendra. Je pense qu'il y a une question à gauche. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais poser une question. Dans votre exposé, on a vu que donc sur les maladies, on va dire, purement neurologiques du type maladie de Parkinson ou de Gilles de la Tourette, bon, il y avait des effets extrêmement spectaculaires. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur d'autres types de maladies où il y a une composante non seulement neurologique, mais aussi psychiatrique et psychologique, quelquefois complexe, comme les troubles obsessionnels compulsifs et les dépressions, parce que en réalité, que ce soit les troubles obsessionnels compulsifs ou les dépressions, c'est pas une seule maladie, mais c'est une famille de maladies. C'est toute une famille de maladies. Par exemple, pour les TOC, il y a quelquefois des manifestations essentiellement physiques, mais d'autres fois des manifestations essentiellement mentales. Je voulais savoir s'il y avait une efficacité aussi probante pour tous les types de TOC, quels qu'ils soient, et pour tous les types de dépression, ou bien seulement pour certains et pas d'autres. Je vais peut-être répondre. C'est une excellente question, en fait. Hein. Tout le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, ce sont des maladies qu'on rassemble, ou des patients, ou des malades qu'on rassemble sous la même étiquette, mais qui sont en fait des cas très différents. Et je pense que si ces techniques chirurgicales ne sont pas utilisées de manière aussi routinière dans ces pathologies-là que dans la maladie de Parkinson, c'est qu'on n'a pas encore identifié de manière très claire quels sont les patients qui peuvent vraiment bénéficier de ce type d'approche et quels sont ceux qui ne vont pas y répondre, et que l'avenir, c'est d'essayer de définir mieux ces personnes qui peuvent bénéficier d'une opération, que ce soit dans l'histoire de leur maladie, dans le type de symptômes qu'ils présentent, dans les données, l'imagerie cérébrale, qu'elle soit structurelle ou fonctionnelle, comme on l'a vu ce matin dans l'exposé de M. Dehn. Donc, on en est là. Donc on reste dans des situations où on propose ce type d'opération chez les patients qui ont un TOC ou une dépression, sans pouvoir leur garantir à l'avance qu'ils vont y répondre. Et on est dans une situation qui est plus délicate que dans la maladie de Parkinson, où on sait identifier les patients qui vont répondre, et que quand on leur propose l'opération, on est quasiment sûr qu'ils vont en bénéficier. Alors que dans la dépression ou le TOC, il y a un facteur aléatoire qui est très gênant et qu'on voudrait éliminer. Merci. Mais on est encore dans le domaine de la recherche. Merci beaucoup, professeur Chaban. Juste pour compléter ce que vient de dire Denis Fontaine, dans les TOC, on a quand même pas mal avancé. On n'est pas dans une situation aussi favorable que pour le Parkinson, mais on a quand même du recul. On a plus de 15-20 ans d'évolution maintenant de traitement. On commence à savoir quels sont les patients qui seront capables de bénéficier de cette stimulation et ceux qui ne le sont pas. Ça commence à être fait. La dépression, on n'en est pas encore là parce qu'il y a tellement de variations d'un type de dépression qu'on a eu des essais très encourageants et d'autres qui ont été décevants. Pour les TOC, je dirais qu'on a quand même maintenant un bon rationnel, comme on dit, pour avancer. Il y a des essais cliniques qui nous sont en train de le confirmer. On pense que ça va être la prochaine étape de traitement de ces maladies qui ont des formes gravissimes, bien évidemment. Bien sûr. Alors, nous avons une question sur la droite. Bonjour. Bonjour. J'ai 3 petites questions. J'aimerais savoir si la maladie de Parkinson est héréditaire, jusqu'à quel âge, s'il y a un âge limite pour être opéré, et si elle est héréditaire, est-ce qu'il y a des bilans à faire précocement, comme vous expliquez que plus c'est pris tôt et mieux c'est. Est-ce qu'il y a un bilan à faire, est-ce qu'on peut déceler avant que la maladie commence? Merci pour ces questions très importantes, professeur Chaban. Oui. Alors, la maladie de Parkinson n'est pas héréditaire, on ne transmet pas sa maladie à sa descendance. Il y a des facteurs génétiques, mais c'est différent. Donc, on sait qu'il y a des formes familiales, mais ce n'est pas parce que vous avez une maladie de Parkinson que votre enfant va l'avoir.
On opère parfois des patients qui ont des formes très jeunes. On a opéré des gens à 20 ans, 25 ans. On a une patiente que l'on suit actuellement qui a 12 ans. Donc ça, ce sont des formes génétiques particulières. Mais on sait que dans des régions du monde, il y a plus de maladies génétiques qui sont à l'origine de maladies de Parkinson. Mais en France, en général, ou en Europe, ce sont des formes sporadiques, c'est-à-dire qui surviennent un petit peu par le hasard, à cause de facteurs de risque. Alors, on a les âges, on a mis une limite théorique supérieure de 70 ans, au-delà de laquelle on essaie de ne pas opérer, mais c'est quelque chose de théorique. Il y a des patients qui peuvent tout à fait être opérés à 72, 74 ans. On se dit simplement que si la maladie a évolué de façon trop longue, eh bien, ce qu'on appelle la réserve cognitive, la capacité de raisonnement, etc., peuvent être altérées. Et si on les opère trop tard, on va les aggraver. Donc on fait attention. Après, au début de la maladie, on attend d'avoir 5, 6 ans, 7 ans d'évolution pour traiter par médicament, mais ensuite on opère et on a plutôt tendance même à opérer relativement pas trop tard, de façon à ce que les patients puissent bénéficier de la stimulation cérébrale profonde. Madame, s'il avait été opéré dans 10 ans, eh bien, elle aurait perdu 10 ans. Merci. Une dernière question peut-être ? Oui, bonjour. Bonjour. Je fais partie en fait de l'AFTOC, l'Association française pour les troubles obsessionnels compulsifs, et j'aurais voulu savoir en fait sur quels critères vous vous basez en fait pour la stimulation cérébrale profonde, parce que le TOC est complexe en fait et multiple, et savoir par quoi en fait on doit passer pour pouvoir avoir droit à cette chirurgie. Professeur Fontaine. Alors, c'est pas qu'on a droit, hein, c'est pas un droit ou une absence de droit. C'est est-ce que le patient a des chances d'en bénéficier? Est-ce que ça va lui être utile? C'est ça la question. Hein. Donc, on sait par exemple qu'il y a certaines formes de troubles obsessionnels compulsifs sévères qui répondent moins à la stimulation cérébrale profonde, comme les gens qui ont tendance à amasser, par exemple, à amasser beaucoup de choses, et que ça marche mieux chez les patients qui ont un TOC avec des obsessions de symétrie ou de lavage ou de contamination. Après, il faut être certain que le patient ne peut pas être amélioré par un autre traitement, que ce soit les médicaments ou les thérapies cognitives et comportementales, parce que ce sont des traitements qui sont plus simples à mettre en œuvre et moins risqués. Et puis, effectivement, si le patient est très gêné et que malgré tout, il n'y a pas de traitement alternatif qui marche, à ce moment-là, on lui propose effectivement une stimulation cérébrale profonde avec plusieurs cibles aujourd'hui qui sont retenues. On en utilise 2 en France, qui sont toutes les 2 efficaces. Donc il faut venir nous voir. Et puis, ou être adressé par son psychiatre à nos psychiatres référents avec lesquels on travaille en étroite collaboration. Merci, merci beaucoup. On peut vous applaudir, hein, tous les 3, bravo. Merci beaucoup Anne, c'était une séance absolument passionnante une nouvelle fois. Et un grand merci également à vous Frédéric pour votre témoignage, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Donc, écoutez, on va se retrouver dès 14h15, donc avec le professeur Laurent Cohen. Et donc, j'aimerais vous signaler, si mon micro marche toujours, donc le professeur Cohen va dédicacer son ouvrage « Le parfum du rouge et la couleur du Z » dès 13h30, avant donc que nous le retrouvions à 14h15. Ne ratez pas cette conférence, ni d'ailleurs aucune de l'après-midi, parce que toutes sont passionnantes. À tout à l'heure. Merci à vous.